Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le podcast de l'agence Toonet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, le sujet numérique que nous allons voir ensemble, c'est la mise en cache d'un site web. Nous allons traiter ce sujet en trois parties. Nous allons voir d'abord dans une première partie les principes de base de la mise en cache, les outils pour la mise en cache d'un site web et les types de cache qui existent. Avant de commencer, bien merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Et donc nous commençons tout de suite avec les principes de base de la mise en cache. Si vous n'avez pas l'habitude sur un site web, en gros, ça va être ce qu'on appelle les entêtes HTTP pour la mise en cache. Donc, il y en a deux qui sont très importantes. C'est la directive cache control qui spécifie la mise en cache pour les ressources. Donc en gros, ça va être cache control avec un max age et en seconde, on va lui dire voilà, tu dois le garder tant de temps et autres, etc. Ou sinon, tu ne dois pas le mettre en cache, ça peut arriver, ça dépend de la stratégie de la mise en cache du site. Le cache control est très important, le expire aussi est très important puisqu'il indique la date et l'heure à laquelle la réponse est considérée comme étant obsolète. Donc normalement, on a dans l'entête HTTP un expire avec mercredi 21 août 2024 à telle heure. C'est un horaire GMT. Effectivement, si le navigateur a cette information-là, il va cleaner son cache. Le troisième élément, ça peut être l'e-tag. Alors ça, c'est pas obligatoire. L'e-tag, en fait, c'est utilisé pour la validation des caches. Il permet au serveur de déterminer si la ressource a changé depuis la dernière demande. Mais ça, c'est optionnel comme en tête HTTP. C'est pas obligatoire. Donc, après cette petite introduction sur les entêtes HTTP qui sont présents sur toutes les pages HTML d'un site web et qui permettent effectivement de gérer ou pas le cache, si on veut que l'élément soit caché ou pas. Il y a aussi une stratégie de mise en cache. Alors il y en a trois. La première stratégie, ça peut être un cache statique. Donc il est utilisé pour des ressources qui ne changent pas fréquemment. Alors, par exemple sur un site web, ça peut être les images, ça peut être les fichiers CSS, ça peut être le JavaScript. Alors il faut faire très attention parce que si par exemple vous mettez une directive en disant tiens, l'image une fois qu'elle est en cache, elle reste en cache pendant un an et que vous réglez mal vos caches, si par exemple vous êtes obligé de changer l'image parce que vous trouvez que l'illustration est pas bonne, vous n'avez plus les droits d'auteur sur les images, ça c'est des cas qui sont arrivés à des clients, bien si vous changez l'image sur votre serveur, il peut arriver qu'à cause de la mise en cache, les navigateurs ne se mettent pas à jour ou le système de cache du serveur ne se mette pas à jour et continue à vous afficher l'ancienne image. Donc ça, il faut faire très attention au niveau des réglages des caches. Il peut y avoir aussi des stratégies de cache dit dynamiques, qui sont utilisées pour des contenus générés dynamiquement, en mettant en cache les parties de la page qui ne changent pas souvent. Et le dernier élément, c'est de stratégie, ça peut être des caches dits fragmentés. Donc en fait là c'est un peu un mix, un mélange entre du cache statique et du cache dynamique par rapport à des parties d'une page web. Donc ça m'est déjà arrivé par exemple sur des sites de e-commerce où certaines parties effectivement ne changent jamais, par exemple comme la partie légale sur la page produit. Par contre, effectivement, certains éléments peuvent changer dynamiquement. Ça pourrait être par exemple les propositions annexes de certains produits en disant vous êtes intéressé par ce produit-là, peut-être que ce produit-là vous intéresse. Et là, c'est une partie plutôt dynamique. Donc, effectivement, sur une page produit, on peut se retrouver et avec une partie statique et une partie dynamique. Mais bon, ça dépend aussi en partie des technologies que vous pouvez avoir sur votre serveur, sur le CMS que vous utilisez ou sur le développement que vous avez fait.
Dernier principe de base à voir ensemble, même s'il y a déjà un podcast de disponible sur ce sujet-là, c'est les Content Delivery Network, c'est les CDN. Alors, hein, si vous voulez plus d'informations, bien allez voir ce podcast. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que les CDN, en fait, ce sont des serveurs à travers le monde avec un serveur source sur laquelle effectivement ces serveurs-là vont faire des copies statiques du serveur source et ça va permettre effectivement d'être à proximité de l'utilisateur en réduisant effectivement donc tout ce qui est temps de latence, amélioration, les temps de chargement. Et ça aussi, effectivement, il faut savoir configurer des CDN. Ça dépend effectivement du prestataire que vous choisissez et autres, etc. Voilà. Mais des CDN, voilà, vous pouvez aussi avoir du cache statique, faire du cache dynamique si vous le permet et autres, ou du cache fragmenté. Mais ça va dépendre du CDN. C'est une technologie aujourd'hui qui est abordable, hein. Il y a encore plus de 10 ans, c'était inabordable pour la majorité des sites. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a la possibilité d'utiliser des CDN pour sa politique de cache. Donc voilà un peu les principes que je voulais que l'on voit ensemble. Dans cette seconde partie, bien, nous allons voir rapidement les outils et technologies de mise en cache. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est bien gentil, depuis le début il parle du cache, mais comment moi je fais pour voir ma politique de cache et qu'est-ce que voient en fait les navigateurs ou autres, voilà. Donc ça, c'est assez simple, hein. Sur tous les navigateurs, vous avez ce qu'on appelle le DevTools. Le DevTools, effectivement, c'est l'outil qui est mis à disposition. Alors normalement, il est présent sur tous les navigateurs, que ça soit Chrome, Firefox, enfin voilà, normalement, ou Microsoft Edge, enfin ce que vous voulez, Opera, normalement il y a toujours un DevTool à disposition sur ces navigateurs. Donc par exemple pour Chrome, si vous faites F12 sur une page, vous allez voir effectivement apparaître une fenêtre et si vous allez dans l'onglet Network, vous allez pouvoir effectivement vérifier les response headers, donc effectivement tout ce qui va être le cache control avec ce que je disais, le max age, les dates, le last modify, etc. etc. Bon, ça dépend après comment vous configurez vos headers HTTP. Si vous utilisez un CDN, éventuellement, il peut y avoir effectivement des HTTP headers qui sont liés au cache et qui sont liés au CDN. Mais bon, voilà, normalement, si vous allez dans le DevTools, si vous allez dans la partie network, normalement, pour chacune de vos ressources, vous allez pouvoir voir la règle de mise en cache qui est appliquée. Voilà, et donc ça, que vous utilisiez pas un CDN, que vous fassiez différents types de caches que nous allons voir ensemble par la suite, normalement, pour vérifier, vous êtes obligé de regarder avec le DevTools sur votre navigateur. Après, alors ça on le verra, comme outil pour gérer du cache, si voilà, vous pouvez effectivement, suivant le serveur que vous utilisez, si c'est du Nginx, vous avez des configurations à mettre. Vous avez effectivement Apache avec le module mode Apache et mode expire qui sont des modules à installer sur votre serveur Apache. Vous avez la possibilité effectivement déjà de les activer. Il m'est arrivé à certains clients qui ne les avaient pas activés et dedans effectivement qu'est-ce qui va se passer en fait, vous allez avoir une déclaration où dedans vous allez dire mon module il est activé et dedans vous allez dire tiens par exemple pour les images, les JPEG par exemple, je veux un cache de 1 an. Pour mes fichiers CSS, JS, je veux un cache de 1 mois. Donc ça, ce sont des lignes et ce sont des directives effectivement que vous donnez dans votre configuration Nginx ou dans votre configuration Apache et ça va déjà vous permettre de configurer la mise en cache de votre site. C'est la même chose si vous, on va le voir un petit peu, si vous voulez du Redis, si vous voulez du Memcache. En fait,
même si comment dire, les lignes de directives, la manière dont elles sont écrites sont différentes suivant le type de serveur, vous avez quand même à chaque fois, que ça soit aussi des CDN, vous avez des règles et des solutions de mise en cache à mettre, et c'est des lignes de directives où vous allez dire, ben voilà, ça je veux en cache, ça je le veux pas, etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir régler vos caches avec les outils que vous utilisez. Alors, bien sûr, je ne le montre pas parce que ben, ça va dépendre du serveur que vous utilisez, et ça va dépendre aussi de la solution que vous utilisez. Les différents types de cache, hein, donc la mise en cache, hein, donc vous l'avez compris, vraiment une technique cruciale, hein, optimiser les performances web. C'est pas parce que vous pouvez avoir le meilleur CMS ou autre, etc. Si effectivement vous n'avez pas réglé correctement votre cache, ben, vous allez avoir des temps de chargement désastreux, vous allez avoir une charge serveur importante. Donc aujourd'hui, vous êtes obligé. Et il y a des fois la mise en la configuration standard, hein, certains CMS sont fournis avec des mises en cache standard. Elles sont peut-être pas forcément optimisées, même peut-être pas forcément. Souvent, elles sont pas optimisées. Donc, il faut mieux quand même effectivement y repasser derrière pour les optimiser. Donc le type de cache, le premier, eh bien c'est on va reposer le cache sur le navigateur, hein, de l'utilisateur. Donc comme vous le savez, normalement les navigateurs stockent localement des copies des ressources statiques, hein. Ça peut être une image, du CSS, du JS et autres, etc. Ça permet de réduire le nombre de requêtes HTTP. Alors le cache navigateur, effectivement, et donc effectivement le navigateur, quand il va se connecter à un site une première fois, il va commencer à charger des ressources, et suivant l'entête de cache que vous allez donner, il va garder en cache certaines ressources, ce qui veut dire que s'il revient plus tard sur le site, ou si vous naviguez sur différentes pages, bien, si vous avez déjà chargé la feuille CSS ou le fichier JS du site, il ne va pas le recharger deux fois puisqu'il a déjà en local. Donc ça va réduire effectivement le nombre de requêtes HTTP. Donc ça, effectivement, vous l'avez compris, bon, c'est un avantage du cache, hein, mais ça va réduire le temps de chargement pour des visites répétées. Le problème, c'est que si vous avez un utilisateur et vous avez souvent sur votre site des nouveaux visiteurs, bah, le problème, c'est que bah, eux, ils sont obligés à chaque fois de charger, autres, etc. Surtout s'ils ne consomment qu'une seule page sur votre site, bah, et qu'ils reviennent plus jamais après sur votre site. Malheureusement, c'est bon, c'est pas forcément la meilleure stratégie de mise en cache, mais bon, il faut quand même dire la réalité, hein. Pendant des années, beaucoup de sites que moi je me suis basé effectivement sur cette stratégie de cache du navigateur. En général, on le couple effectivement avec un autre type de cache qui va être le cache côté serveur. Donc le cache côté serveur, il stocke les réponses aux requêtes sur le serveur pour une durée déterminée, hein. Ça permet d'éviter que si plusieurs fois on demande par exemple la même ressource et autres, etc., il soit obligé de générer cette ressource, hein. Donc qu'il soit obligé à nouveau d'interroger la base de données, interroger les scripts côté serveur, hein, si c'est des fichiers PHP et autres, etc. Voilà, il a en cache, hop, il peut la donner directement, il n'est pas obligé de régénérer à chaque fois, il va taper dans son cache, mais là sur le serveur qui héberge le site web. Donc il y a des solutions, hein, comme Redis, comme Memcache, hein, pour stocker les données en mémoire pour un accès beaucoup plus rapide, hein. Après Redis, bon, c'est plutôt un système de cache en mémoire qui stocke des paires clés valeurs. Voilà, c'est un peu le mode de... Alors là, l'avantage effectivement du cache côté serveur, ça réduit de la charge sur la base de données, sur les scripts côté serveur, et effectivement, ça améliore les temps de réponse pour les requêtes répétées. Donc en général, si vous utilisez le minimum pour moi, hein, de cache, c'est déjà d'avoir effectivement un cache côté navigateur correctement réglé et un cache côté serveur aussi correctement réglé. Il ne suffit pas qu'il soit juste activé, il faut aussi qu'il soit réglé.
Et le dernier, effectivement, c'est les réseaux de distribution de CDN, hein. Donc, comme je vous ai expliqué, il va y avoir une source et le CDN, ça va être des serveurs, ce qu'on appelle des POP, hein, des points de présence à travers le monde, qui vont stocker une version statique ou des éléments statiques de cache qui vont permettre, si une personne est aux États-Unis, le POP est aux États-Unis, il va s'alimenter du POP aux États-Unis et il ne va pas s'alimenter du serveur source qui est en Allemagne où ça va demander beaucoup plus de ressources. Donc ça, effectivement, vous avez des solutions comme Cloudflare, hein, vous avez Amazon aussi, CloudFront, vous avez Akamai, hein, qui est l'acteur historique des CDN. Voilà. Alors chacun ont leurs propres règles pour le CDN, même si primairement, basiquement, les règles sont aussi les mêmes, hein. Vous allez dire, ah ben tiens, oui, tu vas me stocker du HTML, tu vas me stocker du CSS, tu vas me stocker du JS. Non, cette page, je veux pas que tu la stockes parce que j'ai besoin qu'elle soit dynamique. Par exemple, quelque chose qui est très difficile à stocker, par exemple, ça va être le panier d'un utilisateur. Vous comprenez bien qu'il y a enfin, normalement il est individuel, il est pour chacun, et si quelqu'un effectivement rajoute un produit dans son panier, on va pas mettre le panier en cache, et quand la personne va voir son panier, eh bien malheureusement il va pas être à jour parce qu'il a été caché et autres, etc. Donc voilà, et là ça va vous demander effectivement une architecture puissante pour pouvoir gérer vos paniers et ne pas avoir de ralentissement. Voilà. Donc ça, l'avantage, hein, des CDN, c'est la réduction du temps de latence, hein, grâce à la distribution géographique des ressources. Ça va améliorer vos temps de chargement pour les utilisateurs du monde entier. Pareil, hein, je sais, je fais peut-être un peu le forcing, mais allez voir effectivement le podcast sur les CDN pour avoir plus d'informations, parce qu'il peut y avoir aussi des limites qui sont expliquées dans ce podcast-là, et vous avez effectivement une réduction de la charge sur le serveur d'origine. Donc effectivement, hein, vous pouvez avoir... alors, les CDN, par exemple, vous allez me dire, ah ben oui, bah, si j'ai un CDN, ouais, bah, pourquoi je ne vais pas m'embêter à gérer par exemple les requêtes HTTP, je ne vais pas m'embêter à gérer cache control, expire et autres, etc. Certains CDN, justement pour la politique de cache, vont s'alimenter de ces requêtes HTTP. Donc si vos requêtes HTTP ne sont pas correctement paramétrées, vous allez, suivant la configuration que vous allez faire avec votre CDN, ça ne va pas fonctionner. Voilà, donc c'est effectivement, hein, vous avez compris, hein, la mise en cache, c'est vraiment une technique essentielle, hein, pour optimiser son site web. Ça peut être le jour et la nuit, hein, voilà, hein, par rapport à la réduction du temps de chargement pour l'utilisateur, mais aussi vos consommations serveurs, hein. Ça, je vous dis, ça peut vraiment, si vous savez régler ce type et si vous vous y penchez, vous allez pouvoir faire des économies côté serveur et surtout avoir une expérience vraiment utilisateur améliorée. Donc ça fait vraiment partie des points incontournables sur lesquels il faut se pencher par rapport à la performance de votre site web. C'est sur cette dernière parole, hein, que se termine ce podcast de Tout Net. Merci de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on continue, hein, d'échanger sur le sujet. Et je vous dis à bientôt.